Merci Madeleine, merci de l'invitation. Est-ce que ça va avec le micro à cette hauteur-là? On n'a pas testé, pas besoin, super. Juste le dossier pour pas qu'il soit dans le champ de vision. Si j'avais été meilleure couturière, je pense que pour passer l'Halloween avec mes enfants cette année, et donc pour cette présentation, je me serais déguisée en loi spéciale avec des amandes salées à distribuer. D'une part parce que j'adore loi spéciale, aussi parce que c'est un symbole éloquent de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, des jeunes qui s'engagent, mais pas seulement en descendant dans les rues et en votant, pas seulement dans des formes, disons, classiques de l'engagement, mais aussi des jeunes qui sont créatifs, qui expriment leurs idées par des voix originales et donc notamment par l'humour. Ce sont des jeunes qui comprennent ce qui se passe autour d'eux, qui aiment en discuter, c'est un trait de cette génération-là, et qui sont donc pas seulement les enfants gâtés qu'en font certains discours publics et certains discours médiatiques. Évidemment, il n'y avait pas seulement des jeunes dans le printemps érable, et même dans ce qu'on a appelé le printemps érable, et je vais le dire comme ça, comme raccourci, pour ne pas parler de crise, pour ne pas parler simplement de mouvements étudiants, justement parce qu'il n'y avait pas que des jeunes dans ces mouvements-là, et même avant l'adoption de la loi spéciale, il y avait pas que des jeunes qui étaient engagés dans le mouvement. C'est sûr qu'il y a plus de moins jeunes après, mais il y en avait déjà avant. N'empêche que ma focale à moi, comme directrice de l'Observatoire Jeunes et Société, comme l'a fait remarquer Madeleine, mais forcément c'est les jeunes. Ça ne paraît pas comme ça sur la photo, là, que je suis directrice de l'Observatoire Jeunes et Société, mais bon, à défaut d'être bonne couturière, je vais me concentrer sur des choses que je connais un petit peu. Je ne vais pas vous parler beaucoup de la grève étudiante. J'ai un terrain en cours avec des jeunes qui ont vécu ça. On est en train, avec Madeleine et d'autres chercheurs en communication, d'essayer de voir ce qu'on peut monter comme projet autour de ça. Ça sera donc pour une autre fois. Le terrain dont je vais vous faire état aujourd'hui s'est donc tenu environ un an avant le début de la grève en tant que telle, donc en février 2011 essentiellement. Donc je vais commencer par vous en dire un petit peu plus sur mon corpus, ce qu'il permet de faire, mais aussi les limites évidemment que ça suppose. Et ensuite on va prendre 3 questionnements, c'était les 3 questionnements de mon sous-titre, et voir ce que leurs récits d'engagement nous permettent de comprendre au sujet de cette jeunesse-là. Donc, en premier, les formes de participation. Je vais vouloir essayer de distinguer 4 formes que nous avons dégagées inductivement, des formes traditionnelles, des formes moins traditionnelles, des formes qui peuvent être très, très collectives et d'autres qui sont plus individuelles. Ensuite, on va passer à l'utilisation des arts. C'est une permutation par rapport à mon titre, mais je préfère le placer là. Ici, le point de départ était de voir s'il y avait une espèce d'uniformisation, d'une sorte de performativité de l'activiste qui pourrait transcender les enjeux et même certaines postures idéologiques. Je vais m'expliquer quand on sera rendu là. Et finalement, mon 3e point va porter sur les sentiments d'appartenance. Et l'idée ici, ça va être de voir, pour moi, l'action politique nécessite un sens de la collectivité, donc une forme de solidarité. Et si cette solidarité-là est globale, et les jeunes qu'on a rencontrés sont des jeunes qui sont engagés dans des enjeux globaux, ma question était de savoir qu'est-ce que ça donne au niveau des appartenances ou des sentiments d'appartenance locaux si notre horizon de solidarité politique, il transcende ces frontières-là. Je crois beaucoup dans la possibilité des appartenances multiples et en même temps,
la solidarité globale, elle s'inscrit souvent dans un discours qui rejette explicitement les localismes et les appartenances locales. Donc on va regarder ça. C'est un des points de départ de la recherche. En fait, c'est ce qui a permis son financement, quand même, qui me vient du secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre d'un programme de soutien à la recherche sur l'identité québécoise. Et donc, ça a été de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne au niveau de l'identité québécoise, cette solidarité globale. Mon punch final, je vous l'annonce tout de suite parce que ça va peut-être vous aider un peu à décoder vers où elle s'en va. Les études sur les générations, les grandes enquêtes quantitatives font souvent ressortir des traits qui seraient propres à une cohorte ou une génération. On parle de cohorte pour distinguer ce qui est propre à l'âge, à l'effet du cycle de vie. Les jeunes, à tout âge, réagissent de telle manière, puis il y a des caractéristiques propres à une cohorte, qui est donc une génération, si on veut. Beaucoup, en ce moment, de ces recherches-là se font dans des recherches de commerce et de management qui sont donc très dans un ton vos jeunes employés sont merveilleux pour ceci et pour cela. Il y a des études sérieuses qui se font aussi à travers ça, et certaines de ces données-là sont très intéressantes. Aussi au niveau, pas seulement en termes de quantitatif, mais aussi il y a des gens qui font du quali à long terme. La fondatrice de l'Observatoire Jeunes et Société, Madeleine Gauthier, travaille sur la jeunesse depuis très longtemps, et elle a donc un regard qui est plus dans la durée. Quand elle parle de la jeunesse d'aujourd'hui, ça s'inscrit quand même dans un regard qui est plus longitudinal, si on veut. J'ai parlé tantôt de la volonté de discuter comme un trait caractéristique de cette génération-là. Ça me vient de Madeleine Gauthier. Et donc, les études plus rigoureuses, avec une réflexion méthodologique, etc., notamment avec des séries chronologiques, montrent trois choses. Oui, il y a certaines caractéristiques qui sont propres à chaque génération. Surtout, il y a des tendances lourdes qui se répètent de génération en génération ou qui fluctuent pas nécessairement. Beaucoup d'études ont dit, tiens, les jeunes aujourd'hui sont beaucoup comme les baby boomers, puis il y a comme les X ou les Y qui sont complètement différents. C'est pas vrai, les Y s'inscrivent beaucoup dans la continuité aussi des X, notamment le rapport à l'argent reste plus important que chez les baby boomers au même âge, même s'il est un peu moins que chez les X, par exemple. Mais surtout, ce qui va m'intéresser ici, quand les études sont faites sérieusement, ce qu'ils ne cessent de rappeler, c'est que oui, il y a des différences intergénérationnelles, mais il y a aussi énormément de variabilité intragénérationnelle, c'est-à-dire à l'intérieur de la génération. Oui, on est capable de caractériser une génération, et en même temps, c'est toujours un peu un leurre, parce qu'à l'intérieur de la génération, il y a plus de variété qu'entre les générations. Et donc ça, c'est un élément qui est important. Je pense qu'il y a une grande variété dans les formes que prennent notamment l'engagement politique. Même si on est capable de le réduire en quelques grands axes, il y a cette variabilité dans les formes, il y a aussi cette variabilité dans les agencements entre les formes. Ce n'est pas parce qu'on s'engage selon tel mode d'engagement qu'on va forcément utiliser l'art de telle manière ou qu'on va forcément ressentir notre engagement global de telle manière. Donc c'est un peu là où je m'en vais. Mon objectif va donc essayer de dépêtrer un petit peu des grandes formes à l'intérieur de cette multitude-là. Mais ce sont des formes et non pas des types de jeunes. Et ça, pour moi, c'est important, parce que dès qu'on essaye d'être holiste et de tenir compte d'un certain nombre de facettes, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours la variété des singularités individuelles domine là-dessus. Donc, commençons par quelques points de méthodologie, puisque ça détermine un peu la portée de ce que je vais pouvoir dire. Mon terrain repose sur 20 jeunes entre 18 et 30 ans qui sont engagés dans des enjeux globaux, donc qui sont pas, c'est pas les jeunes ordinaires, c'est vraiment une catégorie de jeunes en particulier, ceux qui participent d'une manière ou d'une autre. En termes de recrutement, où on les a trouvés, ces jeunes-là? On a fait un effort délibéré de ne pas chercher juste des jeunes qui étaient dans des associations formelles. Parce que ce qu'on voulait voir, c'était différentes façons de s'engager. Donc oui, on est passé par là aussi, mais délibérément, on n'allait pas chercher les porte-paroles ou les leaders d'associations, parce qu'on voulait des profils de gens et non pas des profils d'associations.
Mais en bref, on les a recrutés surtout par ce que Sophie Duchesne appelle la technique du carnet d'adresses, c'est-à-dire demander à quelqu'un qu'on connaît de nous référer quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui correspond à nos caractéristiques. On a fait également du recrutement direct, c'est-à-dire aller sur place dans des activités, dans des bars à tendance idéologique et aller demander aux gens qui sont là s'ils correspondent à nos critères d'âge, s'ils veulent bien répondre à quelques questions. Et donc, ça donne un biais de ne pas avoir recruté des gens qui sont complètement isolés et dont l'action ne serait qu'individuelle, alors que un des travaux québécois les plus importants sur les formes d'engagement, le travaux de Anne Kenyard, qui montrait les nouvelles formes d'engagement, le voyait beaucoup dans... Elle a interviewé des jeunes de différents horizons, pas nécessairement engagés de façon aussi... claire, si on veut, et elle, ce qu'elle a dégagé, c'est des jeunes qui tiennent un discours pour dire, moi, ma façon d'être engagée, c'est de manière très, très individuelle, par des gestes de la vie quotidienne qui correspondent à mes attentes idéologiques, mes objectifs idéologiques, donc faire du compost, c'est l'exemple classique, mais différentes formes d'actions donc individuelles qui sont posées. Ces gens-là, on ne les retrouvait pas par ce type de recrutement, là. Donc nous, ce n'est pas des jeunes québécois, mais bien des jeunes québécois engagés. Donc on a cherché avec des critères très larges. On avait aussi dès le départ une volonté de trouver des jeunes qui étaient engagés par l'art, et donc on a modulé aussi notre recrutement de cette manière-là. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne tout à l'heure. L'échantillon, donc 20 personnes pour le moment. En termes de région, on en a 9 à Montréal, 5 dans la région d'Ottawa-Gatineau et 6 dans la région du Saguenay, dont plusieurs dans une toute petite ville. On voulait aller chercher donc cette variété qualitative-là. Au niveau du sexe, 9 femmes, 11 hommes, donc assez équilibré. Au niveau de l'âge, ils ont donc entre 19 et 30 ans. À la fois le mode, la médiane et la moyenne sont à 24 ans. Vous avez là la répartition par groupe d'âge. Il y a aussi quelques répondants, en fait, qui ont ce que j'appelle une ethnicité visible, c'est-à-dire 3 qui sont visiblement noirs, 2 d'Afrique et 1 d'Haïti, et 4 qui ont des traits du Moyen-Orient. On ne parlera pas trop d'ascription identitaire ici, mais je tenais quand même à le mentionner. Et donc, évidemment, c'était des entretiens semi-dirigés. Pour l'essentiel, le déroulement de l'entretien parlait d'abord des enjeux qui intéressaient les jeunes, ensuite les actions qu'ils posaient pour ça, puis leur sentiment d'appartenance en général. On avait toute une série de questions, et en particulier sur la notion de citoyenne du monde et sur la notion d'identité québécoise. Donc, j'ai pris beaucoup de temps pour faire mon intro. Premier point sur les formes de participation. Participation n'est peut-être pas le meilleur terme parce que parfois c'est de la contestation, c'est de la résistance, pas nécessairement participer avec les pouvoirs publics. Et en même temps, c'est toujours une participation à la société, si on veut, une participation à connotation politique. Donc, pas si mal à l'aise que ça avec mon terme. Donc, le questionnement général sur les formes de participation, j'en ai glissé un mot tout à l'heure. Le questionnement lui-même était sur les rapports entre l'identité québécoise et les échelles de solidarité. C'était la source du financement, j'en ai parlé. Je vais en parler tout à l'heure. Et en même temps, comme élément de contexte là-dessus, le terrain est intéressant, je pense en particulier en ce retour de grève, parce qu'il permet de baliser un peu le paysage des nouveaux modes d'action politique de la jeunesse. C'est bien beau dire... les gens crient à la dépolitisation des jeunes parce qu'ils ne pensent qu'au vote et à des formes traditionnelles. Ben, il faut maintenant s'outiller pour dire, ok, pensez à autre chose, oui, mais pensez à quoi? Et donc, si c'est un problème de mesure, il faut qu'on trouve des mesures pour identifier d'autres formes de participation. De façon à ce qu'on puisse à un moment donné les attraper dans les sondages. Et en même temps, ces nouvelles formes-là sont loin d'être monolithiques. Je pense que vous allez commencer à reconnaître mon leitmotiv ici. Et il ne suffit pas de demander aux gens « Est-ce que tu t'engages politiquement ?» et attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire comme leur conception de ce qu'est l'engagement politique, parce que ce qu'eux vont rentrer sous le vocabulaire « s'engager politiquement », c'est aussi ce que les études traditionnelles ont tendance à faire.
Et ça, je l'ai vu plusieurs fois quand on leur demande est-ce que tu fais des trucs, est-ce que tu t'intéresses à la politique, etc. C'est toujours voter, signer des pétitions. C'est très, très, très classique quand on pose la question de cette manière-là. Et nous, on n'avait pas articulé le projet autour de ça. Donc on leur demandait pas qu'est-ce qui est politique pour toi, quoi que ce soit. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on est parti des enjeux. On est parti de quels enjeux t'intéressent, et ensuite on demandait, oui mais qu'est-ce que tu fais pour ces enjeux-là? C'était notre transition vers les actions. Et donc à ce moment-là, tout ce qui ressortait dans les actions qu'ils posent pour les enjeux qui les intéressent, ben là, nous, on pouvait par-dessus ça décider que pour nous, ça, ce sont des gestes qui ont un caractère politique et commencer à essayer de décerner des formes à l'intérieur de ça. Donc, à l'intérieur, si on essaye de simplifier un peu la diversité, on peut identifier 4 modes d'action qui sont une élaboration inductive qu'on a faite à partir de notre traitement, notre classification des différentes formes d'action qui nous étaient relatées, si on veut, parce qu'on arrivait difficilement à faire sens des actions qui revenaient, sans tenir compte du fait qu'en fait, oui, mais elles ne sont pas posées tout à fait de la même manière selon qui parle. Donc on a essayé de faire ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec mon équipe d'assistants, en fait. Et donc on n'est pas parti avec un tableau comme ils font dans les études politiques classiques sur l'engagement politique, où on dit, ben voilà, il y a ça, 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 puis on arrive avec un modèle. C'est très élégant au demeurant, et ça va certainement nous être utile à un moment donné pour affiner l'analyse. Et en même temps, ces gens-là ont tendance à essayer de qualifier des types de jeunes, à les caser dans une boîte ou dans une autre, alors qu'en réalité, le même jeune va se promener sur la gamme, pas nécessairement partout, mais à divers endroits, au gré des situations, au gré de leur propre cheminement, mais même dans une même soirée, pour différents types d'enjeux. Donc, nous, on a fait une typologie qu'on a construite inductivement. Je vais m'en tenir à ça. 4 modes d'action. Le premier, le plus évident, c'est la participation organisationnelle. On a 12 répondants sur nos 20 qui sont là-dedans. C'est une forme de participation assez traditionnelle qui est formalisée. Ces jeunes-là s'engagent à travers des partis politiques, mais surtout des associations étudiantes ou d'autres associations militantes comme Amnesty International ou Reboiseurs du Monde, pour ne prendre que ces exemples-là. Et donc ce sont ceux-là qui sont comptés d'habitude dans les travaux plus classiques sur la participation politique. Souvent ce sont des organisations hiérarchiques, et donc ils sont souvent, eux, actifs dans une section locale d'une structure qui peut être beaucoup plus grande. Deuxième forme, là ça devient plus intéressant si on veut, c'est une résistance qui serait liée à une sous-culture, une espèce de sous-culture underground, et je vais avoir tendance à les appeler mais underground dans le reste de la présentation. On n'en a que 4, mais c'est intéressant de les caractériser. On a là des gens qui sont du mouvement punk skinhead. On a des gens qui sont anarchistes, ou un mélange des deux, le Rash, Red Anarchist Skinhead, et des gens qui adhèrent au hip-hop. Je vais y revenir sur le hip-hop dans un instant. Pour ces 4-là, la participation est beaucoup moins formalisée, mais elle n'en est pas moins réelle. En fait, c'est très, très fusionnel. C'est marrant parce qu'ils parlent de leur discours beaucoup au « nous » et au « on ». On a fait ceci, nous avons fait ça, nous avons organisé telle chose, etc. Ils le font beaucoup plus que les autres. Il n'y a pas non plus de distinction très claire entre organiser une action versus juste y participer. C'est comme si tout le monde organise et participe en même temps. C'est donc très très collectif sans être formalisé. C'est un espèce d'enchevêtrement de réseaux informels. Parfois, ils appellent ça des chapitres. Et à ce moment-là, bon, c'est plus difficile de dire c'est quand même un peu organisationnel. Et en même temps, eux ne le voient pas comme ça parce qu'ils sont vraiment dans une logique de résistance et de contestation plutôt que de participation avec l'État, ou même une participation qui prendrait l'État comme interlocuteur clair, là. Plusieurs ont parlé du fait que c'est des principes d'autogestion.
et finalement, parfois quelques-uns enfreignent les lois dans le cadre de leurs actions, mais on ne l'a pas beaucoup documenté pour des raisons éthiques relativement évidentes. Mais en fait, ceux qui adhèrent au mouvement hip-hop, la plupart, on les a plutôt classés dans le prochain modèle à cause de la façon dont ils subsument leur appartenance à la mouvance hip-hop à une contestation qui est expressive ou artistique, c'est-à-dire par le biais d'une production d'œuvres engagées. Et là, c'est les 4 autres de l'échantillon. Et donc, ce n'est pas l'idée de mettre l'art au service de leur engagement. Par exemple, utiliser des chansons dans une manifestation ou mettre l'art dans leurs affiches pour sensibiliser. On va y revenir dans la prochaine partie. Mais en fait, l'art est leur forme d'engagement. C'est-à-dire que quand on leur demande « Qu'est-ce que tu fais pour ces enjeux-là qui te tiennent à cœur ?» Ben, je fais des graffitis engagés. Donc, c'est vraiment ce qui est pour eux, ce qui domine finalement leur forme d'engagement. C'est souvent beaucoup plus singularisé comme activité. Ils ne font pas partie d'aucun réseau militant, d'aucun réseau engagé. Et ce sont les seuls qui nous disent n'organiser aucune activité. Certains le font, mais ceux qui n'organisent aucune activité sont tous dans ce mode d'engagement-là, finalement. Et donc c'est singularisé, mais ce n'est pas singularisé de la même manière que je fais du compost, qu'on a vu tout à l'heure, qui étaient les nouvelles formes d'engagement identifiées par Kenya, parce que c'est quand même dirigé vers un public. C'est dirigé vers un public qui, lui, est consciemment collectif. Et donc, je mets comme 4e mode d'action des pratiques personnelles engagées parce qu'elles sont là. C'est le mode identifié par Kenya. Nous, probablement un peu par définition, par les modes de recrutement qu'on avait, on n'a personne qui ne fait que ça. Mais ils font presque tous aussi. C'est comme cohérent dans leur discours de suivre ça. Et ce sont évidemment des vases communicants, c'est-à-dire que ça n'est pas mutuellement exclusif. Pour la suite, on les a classés selon leur mode dominant, mais vous allez voir qu'une fois de temps en temps, je vais vous dire, ouais, ben, il y en a plusieurs autres qui font ça aussi, même si ce n'est pas leur mode d'action privilégié. Donc on regarde finalement leur point d'entrée principal comme engagement. Et je vous dirais que ce n'est pas toujours facile à établir, notamment entre les underground et les artistiques. Par contre, là, on va regarder des formes de discours et ça va nous permettre peut-être de valider un petit peu ce classement qui est relativement difficile quand même. Donc c'est quand même parfois une espèce de continuum plutôt que des types, mais ça permet quand même de classer un petit peu, faire un peu d'ordre à l'intérieur de cette masse floue là, des nouvelles formes d'engagement. Donc, si on regarde par rapport aux enjeux, je vais faire un petit peu le portrait des enjeux que ces répondants-là nous ont évoqués. Je n'essaie pas de faire le portrait des enjeux qui intéressent la jeunesse québécoise aujourd'hui. L'échantillon n'est pas conçu pour pouvoir dire ça. Première grande famille d'enjeux, la solidarité humaine, qui est une espèce de grand, je ne veux pas dire fourre-tout, mais une grande catégorie qui se décline en 3 axes. La solidarité, une solidarité qui serait universelle, basée sur des valeurs solidaires de justice sociale, etc. Une solidarité qui est plus internationale, pratiquement économique, donc l'altermondialisme contre l'espèce de mondialisation capitaliste. Et finalement, une solidarité qui s'exprime sur des cas particuliers, mais notamment des cas particuliers ailleurs. Donc le droit des peuples au Tibet, en Palestine, etc. Et une lutte contre des discriminations spécifiques, mais très larges. Alors évidemment, les jeunes de mes 3 principaux modes se retrouvent tous quelque part sous ce grand chapeau-là, forcément parce que c'est un grand chapeau, mais avec des colorations particulières. En particulier chez les underground qui sont tous dans le mode lutte contre. Leur façon de s'engager dans chacun des 3 cas, c'est avec un discours qui parle de lutter contre des phénomènes. Chez les artistes aussi, il y a ce type de rhétorique-là, mais pas partout. On va les retrouver en fait dans 2 des 3, mais on ne les retrouvera pas
dans la lutte contre la mondialisation capitaliste et on ne les retrouvera pas dans la lutte contre la violence policière, qui sont pas des... Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour ces choses-là, mais évidemment, mais ce n'est pas dans les enjeux qui viennent spontanément dans leur discours. Alors que nos nombreux jeunes engagés dans un mode plus organisationnel, au contraire, sont tous dans une rhétorique beaucoup plus positive. C'est pour la justice, pour une autre façon de faire la mondialisation, pour les droits des peuples bafoués, plutôt que contre ceci et cela. Donc ce sont les mêmes enjeux, mais ils ne sont pas nécessairement appréhendés tout à fait de la même manière. Plus rapidement, sur les autres enjeux, c'est moins des grands chapeaux qui ont l'air de tout regrouper. Je vais en avoir 5, elles sont toutes sur la même diapo, je vous rassure. Donc le prochain enjeu qui a été évoqué souvent, c'est la cause étudiante. Je vous rappelle qu'on est en février 2011, donc une pleine année avant la grève, mais c'est déjà important pour mes militants, notamment parce que beaucoup sont des étudiants, puis c'est quand même un enjeu il y avait des grèves en 2005, les médias ne sont plongés dedans qu'en février 2012, mais c'est évidemment un enjeu qui bouillonnait depuis bien plus longtemps. Ici, on va retrouver surtout des jeunes qui sont engagés dans un mode associatif. Et là, évidemment, la question, c'est l'œuf et la poule. Est-ce que les jeunes qui sont engagés dans une manière associative s'engagent pour la cause étudiante, ou est-ce que ceux qui veulent s'engager pour la cause étudiante vont naturellement vers les associations étudiantes ou vont plus spontanément le faire de manière associative? Probablement un peu des deux, mais en fait on a aussi ici des artistes, enfin ceux qui sont engagés dans ce mode-là, qui nous ont parlé beaucoup de cet enjeu, mais leur discours en fait un enjeu qui est beaucoup plus symbolique. Des grandes valeurs d'accès au savoir, de gratuité scolaire, etc. Alors que ceux qui sont dans les associations militantes sont dans un discours plus très pratico-pratique et concret, là, plus près de ce qui a été l'enjeu principal de la grève, bien que, évidemment, les autres étaient là de manière sous-jacente. J'étonnerai personne en vous disant que l'environnement revient aussi énormément dans le discours. Là aussi, beaucoup de jeunes de nos trois types. Il n'y a rien de particulier à signaler au niveau de la différence entre les types. Et ces trois premiers enjeux vont mobiliser beaucoup nos jeunes. C'est chaque fois plus de la moitié qui nous ont parlé de ces questions-là. Ensuite, quelques autres enjeux sont ressortis, mais de manière moins résonante ou moins généralisée, si on veut. La question nationale, qui a moins de résonance chez nos quelques underground, c'est peut-être un hasard de l'échantillon, peut-être pas, on va y revenir quand on sera rendu à parler d'appartenance. Par contre, la langue française revient chez toutes les catégories, pas chez tout le monde, mais des gens de toutes les catégories, notamment parce que ça fait écho à la lutte contre la discrimination des personnes ou des peuples opprimés. Et finalement, l'accès à la culture a été mentionné spécifiquement quelques fois, souvent assez lié à la cause étudiante, et notamment, évidemment, ça vient à ce moment-là de nos jeunes qui sont engagés de manière artistique. Donc, si l'objectif était de baliser le paysage des nouveaux modes d'action politique, on a identifié 4 grands types qui ne sont, je résume un peu jusqu'où on en est ici avant de passer à la prochaine, qui ne sont pas mutuellement exclusifs, mais en même temps qui font sens non seulement selon les modes d'action, mais aussi selon le type de discours engagé, la façon d'appréhender les enjeux globaux et locaux qui leur tiennent à cœur. Nouvelle forme de participation, qu'est-ce qui est nouveau là-dedans? Peut-être pas grand-chose. Et en même temps, la science politique actuelle peine à tenir compte de ce genre de participation-là. Donc, c'est difficile de faire ça sans essayer sans finalement les cristalliser en disant mais les nouvelles formes, c'est ceci. Parce que je pense une des choses à retenir quand même, c'est que ces nouvelles figures-là de l'action politique, elles sont quand même également au pluriel, finalement. Deuxième partie, sur l'utilisation des arts. Je vois mon temps qui file, alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur celle-là. Même en dehors de ceux qui s'engagent d'abord par la production artistique, d'autres le font aussi et le font à différents niveaux. Donc on va regarder d'abord 3 grands axes
de l'utilisation des arts, et puis je vais essayer de passer un peu rapidement sur le look comme une des formes d'art utilisées, si on veut, et revenir très rapidement sur ma question de la sous-culture militante. Je vous indique quand même que c'était le point de départ de me pencher sur les jeunes engagés. Cette question-là d'une espèce de sous-culture militante, c'est une manifestation néo-nazie qu'on voit en arrière, qui est contrecarré par des antiracistes qu'on voit en avant. C'est Calgary, mars 2009. Et en même temps, pourquoi le type en avant ici, celui-là notamment, pourquoi on pourrait presque le prendre pour un des néo-nazis? Moi, quand je suis arrivée à cette manifestation-là, c'était deux clans séparés. Vous voulez que je ferme un tout petit moment? On était plusieurs, des gens qui venaient de différents pays, des Français, des Colombiens, et on s'est approchés, ils n'étaient pas encore à la rencontre, et on s'est tous arrêtés, puis on a dit, est-ce qu'on est en train de s'approcher des bons? Donc c'est pas juste moi, petite néo-brunswickoise, qui reconnaissait pas. Il y avait des gens qui étaient très chevronnés à des manifestations depuis de très longues années, et on a tous eu ce moment d'interrogation là-dessus. Pourquoi ce type-là et les autres ne sont pas d'emblée reconnaissables comme des antiracistes? Je dirais c'est un peu l'habillement, c'est surtout l'affiche. J'en ai une, parce qu'il y en avait plusieurs, j'en ai gardé une. À part le fait qu'elle est clairement faite par les moyens du bord, alors que les néo-nazis, je ne sais pas si vous vous rappelez de la photo précédente, ils ont des beaux drapeaux bien cousus et tout. C'est la présence de la swastika, elle est barrée, mais elle est là. Et c'est surtout pour moi, le lettrage, il va comme trop bien avec la swastika. Pour moi, c'est un lettrage qui est très, très connoté. Les voitures devant nous ralentissaient. Je crois qu'elles devaient attendre d'être capables de lire avant de décider s'ils encourageaient les manifestants ou non. Parce qu'il y avait comme pas ce rôle des signes extérieurs qui permettent une identification rapide. Et c'est un truc que Jean-Pierre Derrienic avait très bien résumé dans son ouvrage sur les guerres civiles, mais sur les guerres en général. Une des fonctions de l'habit militaire, c'est d'identifier très rapidement, puis là c'est une question de vie ou de mort, à savoir la personne qui est en face de toi, dans quel camp elle est. Et on a ressenti ça, nous, quand on s'est approché de cette manifestation-là, à savoir, est-ce qu'on est en train de s'approcher des bons ou non? Il n'y avait pas de signe extérieur très clair de l'orientation idéologique de cette manifestation-là. C'est sûr qu'une fois qu'on s'est approché, on s'est rendu compte que c'était très bariolé. Il y avait des personnes un peu plus âgées avec le look très syndicaliste typique. Il y avait des jeunes avec des drapeaux très colorés, etc. Il y avait beaucoup de choses, mais on avait aussi des gens vraiment habillés tout en noir avec, le drapeau anarcho-communiste rouge et noir, mais qui avaient une façon de se tenir qui n'était pas clair, qui donnait pas un signal clair, disons, de l'orientation idéologique de la manifestation. Et je me suis demandé à ce moment-là s'il n'était pas en train de se développer une espèce de culture internationale du militantisme qui faisait qu'on adoptait certaines postures. Et Alain Berthaud a observé un peu la même chose. Dans le temps des émeutes, lui, il travaille sur les émeutes à travers le monde, et il récolte notamment du document vidéo qui est mis en ligne, et un peu partout à travers le monde, notamment, c'est un anthropologue, notamment dans la posture, la façon de se tenir, la façon d'interagir, la façon de se maquiller, la façon de se tenir quand on est debout sur une voiture de police. Il y a des référents qui sont communs, même si ces gens-là sont forcément dans le cas d'émeutes, ne sont pas spécialement en contact les uns avec les autres. Et donc, je me suis posé ce genre de questions-là. C'est pas exactement ce dont je vais vous parler, parce que c'est un truc que je connais très peu, donc je me dis, c'est pas moi qui vais me mettre à décider. Oui, ça c'est connoté comme ça, puis ça c'est connoté comme ça. Ce que j'ai voulu voir, c'est un peu le sens que ça avait pour eux, leur façon de se présenter, et aussi parce que sur place,
J'ai constaté aussi des modifications par rapport aux manifestations auxquelles moi j'étais habituée, à part l'utilisation du cellulaire, qui est très clair, qui change beaucoup de choses, d'une part parce qu'on filme ce qui se passe, donc les conflits, etc., peuvent être retransmis. On utilise le cellulaire aussi pour communiquer avec les gens un peu partout en ville quand on se déplace. Là, la question c'est de savoir où et quand les néo-nazis allaient apparaître en ville. Donc ça aussi, c'est avec il y avait des gens postés un peu partout qui communiquent un peu autrement donc, que par les manifestations antérieures. Mais l'autre chose sur laquelle j'ai finalement travaillé aussi, c'est que dans le cadre de la manifestation, il y avait une production artistique individualisée qui était quand même très présente, notamment musicale. Donc les jeunes se filmaient entre eux en train d'improviser un slam sur l'enjeu de la manifestation, etc. C'était des choses que certainement existaient avant, mais de manière peut-être plus collective, où on scande des chansons, mais qu'on fait de façon collective, alors que là, c'était quelque chose peut-être d'un petit peu plus localisé à l'intérieur de la manifestation. Donc, on va essayer de voir un petit peu le sens de l'utilisation des arts à deux niveaux. D'une part, au niveau des produits artistiques, qu'est-ce qu'on utilise et pourquoi, et d'autre part, au niveau du visuel, dans le look, finalement, pour réfléchir à cette idée d'une performativité de l'activiste ou du militant. Donc, on peut voir un peu trois grands axes assez évidents d'intégration des arts à l'intérieur de l'engagement. Le premier, c'est la consommation d'art engagé, évidemment. Et notamment, on a 8 répondants qui en parlent plus spécifiquement, qui vont dire que l'art engagé a construit et ou enrichi leur réflexion et leur position politique qu'ils développent actuellement, et notamment et surtout par le biais des paroles de la musique engagée, qu'ils vont écouter parfois, même si musicalement ça laisse un peu à désirer, c'est parce qu'ils aiment les textes. Et ça, il y en a quelques-uns qui nous l'ont dit. Mais évidemment, ce qui est plus intéressant, c'est l'utilisation stratégique qui peut être faite. Tous les répondants, sans exception, nous ont parlé d'une utilisation stratégique ou instrumentale à des fins politiques de l'art ou de produits artistiques. Juste pour vous donner une idée de l'éventail, essentiellement, en fait, on a vu 13 fonctions, mais que j'ai un peu regroupées ici. Donc, au niveau de favoriser un impact médiatique, accentuer le message militant, accentuer la visibilité du message également. Sensibilisation et construction de l'opinion des citoyens, c'est vraiment là on est moins dirigé vers les médias, mais plus le citoyen et comment on l'amène à réfléchir un peu autrement. Il y en a un qui a parlé d'un outil de transformation et d'intégration sociale, c'est donc d'essayer par l'art de contribuer à la réflexion des citoyens. Une fonction rassembleuse qui se décline à deux types. D'une part, se reconnaître entre pairs, c'est le morceau qui me manquait à Calgary, et une espèce de transmission de la culture militante qui se ferait également par les arts, mais aussi une visibilité extérieure de la solidarité, de l'ambiance festive qu'on peut vouloir conserver dans le cadre d'une activité publique. Et finalement, 2 répondants ont parlé aussi du fait que c'était un moyen de contribuer monétairement là, au fonctionnement de leur sous-groupe. Évidemment, cet éventail-là n'est pas exploité par tout le monde, mais certains vont vraiment utiliser une panoplie de ces fonctions-là, si on veut, et notamment ceux qui eux-mêmes produisent de l'art engagé. On a vu qu'il y en avait 4 qui s'engageaient essentiellement par la production d'œuvres engagées. Mais en fait, la moitié de nos répondants produisent des œuvres engagées. C'est juste pas nécessairement leur mode d'entrée principal dans leur engagement. Et donc, c'est mon 3e axe d'intégration des arts, cette production d'œuvres engagées. Concrètement, ça signifie faire des textes et des chansons conscientisés pour du rap, du slam. Ça veut dire faire des graffitis, ça veut dire produire des capsules vidéo, faire des films, faire des pièces de théâtre.
des peintures murales notamment, filmer des scènes et faire une espèce de mise en vidéo de ça. Et donc il y a toute une variété là, de productions artistiques qui se fait, et c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup dans le cadre des manifestations étudiantes au cours de l'année dernière. Et donc ils utilisent l'art engagé aussi à des fins expressives, c'est-à-dire une façon d'exprimer leur vision du monde, leur positionnement idéologique, et peut-être par là transformer le regard également du lecteur ou du receveur de l'œuvre. Pour la moitié d'entre eux, ça s'inscrit dans une sous-culture. On a parlé de quelques-uns qui étaient dans les sous-cultures, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est-à-dire qu'ils vont aussi utiliser des codes et des symboles spécifiques à leur sous-culture pour transmettre leur message. Les fonctions qu'ils identifient à leur utilisation des arts sont naturellement les mêmes fonctions que ce qu'on a vu pour l'utilisation d'art de manière plus générale, essentiellement donc sensibiliser, l'aspect médiatique, c'est de maximiser finalement la visibilité et l'impact de leur message, et certains ont dit avoir de l'art, etc., ça favorise la réception de nos idées par les spectateurs, plus que si on ne le faisait pas sous cette forme-là. On va passer rapidement sur cette notion de performativité militante. On a 14 répondants qui ont reconnu que l'habillement, leur façon de se présenter, occupe une place, pas nécessairement cruciale, mais très importante dans leur militantisme, et dont 8 qui adhèrent à des sous-cultures. Les fonctions qu'ils accordent à l'habillement sont essentiellement les mêmes que celles qu'on peut, pas toute la même gamme, mais ça revient le même type de fonction que ce qu'on a vu pour l'utilisation des produits culturels en général. Donc le look de la personne, c'est comme une des composantes de la présentation artistique visuelle de l'engagement finalement. Alors quel look? Il y en a une panoplie des sous-cultures dont on a déjà parlé, mais encore une fois, il y a plus de jeunes qui adhèrent à ces sous-cultures-là dans mon échantillon que les 4 qu'on a identifiés comme étant engagés selon ce vecteur-là de manière dominante. Donc, on a des sous-cultures qui sont plus proprement culturelles. Le hip-hop, où on a 2 qui sont rangés dans la catégorie des artistes et un qui est rangé dans la catégorie des underground. Mais en plus de ça, plusieurs autres qui ont souligné une appartenance explicite à la culture hip-hop, et certains qui ne sont pas ici dans la mesure où ils font exprès pour ne pas avoir le look. Ils font exprès pour ne pas avoir le look parce que ils considèrent que ce que le hip-hop commercial est devenu maintenant ne correspond pas du tout à leurs idéaux idéologiques, parce que c'est des images dégradantes pour la femme, sexe, drogue, violence, tout ce que vous voulez, violence, et donc préfèrent se dissocier dans leur look, même si ils vont consommer du hip-hop engagé, etc., et que ça contribue à leur formation idéologique. On a des sous-cultures qui sont à la fois culturelles et politiques. Le punk skinhead, punk skate, c'est un mélange des deux. Et puis des sous-cultures qui sont plus proprement politiques, sous-cultures anarchistes. Et certains qui se sont dit adhérer à une espèce de culture de la résistance. Et puis, en parallèle de ces sous-cultures-là, on a aussi des gens qui ont tenu un discours sur une espèce de performativité qu'on a appelée officielle. C'est des gens pour qui l'habillement et le look sont importants, mais ils considèrent qu'ils ont l'obligation que ça ait l'air neutre et officiel parce que ça augmente leur crédibilité. Donc ils vont délibérément s'habiller en complet cravate parce que c'est donc la forme de performativité qui est attendue d'un jeune, qui est attendue selon eux, ou qui devrait être attendue d'un jeune qui s'engage pour que le message soit plus recevable de la part de ces interlocuteurs. Ils vont aussi utiliser des symboles qu'ils veulent rassembleurs, par exemple amener des drapeaux du Québec dans des manifestations pour la Palestine ou des choses de ce genre-là pour dire ça nous concerne nous aussi.
et vont porter des logos de leurs associations sur leur t-shirt pour dire moi je représente cette association-là, vous pouvez venir me voir si vous avez des questions, blablabla. Donc une performativité à caractère plus officiel. Lesquels se sentent militants là-dedans? Je vais essayer de passer rapidement, mais en même temps, ça nous amène vers les sentiments d'appartenance. Pour moi, ce sont tous des militants. Évidemment, c'est comme ça que je les définis, c'est ma catégorie analytique. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'ils se reconnaissent tous dans ce mot-là. En fait, j'ai une partie de l'échantillon qui vont me dire « oui, bien sûr, je suis militant », et d'autres « ben non, pas vraiment ». On en a 3 qui n'aiment pas le terme parce qu'ils trouvent que c'est associé à du fanatisme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois ceux qui disent oui, bien sûr, et ceux qui disent moi, pas vraiment, c'est à partir des mêmes critères. C'est-à-dire qu'ils définissent un militant selon l'investissement de temps et d'énergie que la personne est capable de mettre dans son engagement finalement. Et donc, c'est pas du tout à partir d'un look ou d'une catégorisation de ce genre-là, même si on a vu que plusieurs parlaient du look comme un moyen de se reconnaître entre pairs. C'est pas forcément, enfin, quand ils sont amenés à définir c'est quoi un militant, ben, c'est sur ces éléments-là. Et donc, comment eux se positionnent par rapport à ça, c'est selon ce critère de temps et d'investissement en termes d'énergie. Et il n'y a pas de lien avec les looks qui sont préconisés ou ceux qui... Je vais les passer en fait assez rapidement, mais grosso modo, on en trouve dans les 3 catégories. Ceux qui adhèrent à une sous-culture vont nous dire, certains vont dire oui, moi je suis militant, puis d'autres non. Pareil pour les 3 autres champs, les 2 autres champs. En fait, ce qui est intéressant, ce qui est peut-être un lien avec le mode d'engagement dominant, c'est-à-dire que tous ceux qui s'engagent de manière underground disent oui, je suis militant. La moitié de ceux qui s'engagent de manière organisationnelle vont dire oui, je suis militant. Et aucun de ceux qui s'engagent de manière artistique vont dire oui, je suis militant. Et donc là, on a, je pense, une autre confirmation de l'intérêt de ces 3 catégories-là qui départagent non seulement une façon de s'engager, une façon d'appréhender les enjeux, mais aussi une façon de s'appréhender soi-même dans sa posture d'engagement ou non. Donc, mon bilan... ça va, parce que je vois le temps qui passe et je voudrais passer à mon 3e point sur les sentiments d'appartenance. Non seulement parce que c'était le financement de la recherche, mais aussi parce que c'est ce sur quoi je travaille le plus. Je sais que là, je visais 45 minutes et puis je l'ai atteint, là, mais je visais 45 minutes pour réussir à tenir dans 60. Donc, on va essayer de tenir dans 60. Et donc, mon questionnement était non seulement de voir est-ce que les jeunes Québécois s'engagent selon de nouvelles formes. Ça, on le sait, on l'avait documenté, on l'a vu tout à l'heure encore. On nous dit aussi qu'il se ferait peut-être de plus en plus sur des questions globales ou universelles. Une enquête du CEFRIO récemment le montrait comme étant des enjeux auxquels les jeunes tiennent plus, qu'ils s'engagent ou non. Et leurs actions locales, donc, reposeraient peut-être le plus souvent sur une conception d'une solidarité qui serait humaine, internationale, universelle. Les discours publics et médiatiques vont dans ce sens-là aussi. Évidemment, ils déplorent le manque d'engagement des jeunes, on a vu qu'ils ont sans doute tort, mais ils les enjoignent aussi plus spécifiquement à s'engager sur des enjeux globaux, en particulier sur l'environnement, peut-être aussi sur la solidarité humaine internationale, mais beaucoup sur l'environnement, on compte sur la jeunesse. C'est un discours qui est très très présent dans les écoles également. On façonne une jeunesse qui est sensibilisée à ces enjeux-là. On leur dit souvent agissez localement, mais pensez globalement. Et donc ma question, c'est qu'est-ce que ça donne chez des jeunes qui appartiennent à une minorité nationale plus ou moins autonomiste selon les périodes de son existence, parce que cette solidarité globale, elle suppose un horizon de solidarité qui dépasse les frontières nationales ou de la minorité nationale. Et donc,
Est-ce qu'ils s'internationalisent au point d'oublier les distinctions nationales ou non? Je pense que ces questions-là soulèvent deux questions importantes pour l'identité québécoise. Si les jeunes sont engagés dans des mouvements où ils se sentent citoyens du monde, est-ce que ça diminue leur sentiment d'appartenance envers le Québec ou est-ce que ça ne fait que s'y ajouter, s'il y en a un? Et deuxièmement, mais on ne le traitera pas aujourd'hui, ces mouvements transnationaux, leur langue de communication, c'est généralement l'anglais. Donc, qu'est-ce que ça fait au niveau de leur attachement à la langue française? En résumé, la plupart agissent de manière locale et donc, oui, interagissent un peu avec des réseaux transnationaux, mais très peu. Et donc, ça se fait beaucoup en français, y compris localement au Québec, quand il y a des universités ou des cégeps québécois qui sont anglophones qui sont dans leur réseau, ça se passe en français. Donc, juste pour vous rassurer sur ce point-là, j'en parlerai pas davantage. Et donc, dans notre collecte, on cherchait à cerner l'articulation entre le local et le national à différents niveaux, au niveau des enjeux, des actions, des appartenances et de l'utilisation des référents culturels. Dans cette partie-ci, je vais m'intéresser seulement à la question des enjeux et des appartenances et l'articulation entre les deux, finalement. Un petit peu de fondement théorique et conceptuel là-dessus, parce que là-dessus, c'est ce que je mange en hiver, là, comme loi spéciale. Et donc, j'ai peut-être un peu plus de choses que je voudrais partager là-dessus, parce que, en fait, on est dans un contexte où on assiste, où on déclare une certaine individualisation de l'identité. Et à mon avis, c'est à deux niveaux. D'une part, c'est l'effet d'une posture théorique, qui est que on définit de plus en plus, et j'adhère à ça, on définit de plus en plus l'identité comme une construction réflexive, subjective de l'individu. Et en même temps, on fait le constat empirique d'une espèce d'explosion dans la variété, dans la multiplicité des identités, en particulier chez les jeunes, mais pas seulement. Et en même temps, il me semble que autrui continue à jouer un rôle crucial, notamment dans le processus de construction identitaire. Donc c'est une construction subjective individuelle, mais elle se fait en interaction avec d'autres, notamment au niveau de l'inscription identitaire. Tu es noir, donc tu es une fille, donc c'est normal que, etc. Au niveau des stratégies identitaires, on agit différemment. Ça c'était notamment beaucoup documenté chez les immigrants de seconde génération, dans le contexte de la famille versus le contexte de l'école, des choses de ce genre-là. Aussi des images et des représentations sociales des groupes auxquels on appartient de facto. Finalement, ça construit notre identité à une échelle plus individuelle. Les jeunes aussi construisent beaucoup leur identité à partir de modèles. Donc, autrui joue un rôle important dans ce processus individuel de construction identitaire. Et en même temps, il me semble que c'est au-delà de ça que l'autre reste important dans la construction identitaire. Pour moi, ils sont conceptuellement, fondamentalement interreliés, parce que fondamentalement, qu'est-ce que c'est que l'identité ? Pour moi, c'est un sentiment individuel, oui, mais un sentiment d'appartenir à une entité ou à un petit ensemble d'entités qui sont collectives. Pas n'importe lesquelles, celles que l'on considère importantes, celles que l'on considère caractéristiques de qui on est. Oui, on est quelques-uns à porter des lunettes, c'est pas identitaire pour autant, mais il y a d'autres aspects qui vont être identitaires selon la construction subjective de l'individu, mais ce sont des entités qui sont collectives parce que on se définit à partir d'ensembles de gens qui partagent un trait commun quelconque qui est pour nous porteur de sens. Et donc, il y a quelque chose de fondamentalement collectif, c'est l'identité, c'est l'appartenance à une communauté quelconque qui partage quelque chose en commun. Et par ailleurs, je ne vais pas y aller tout de suite, l'action politique est elle aussi, à mon avis, fondamentalement collective. Même quand le type il agit tout seul dans sa salle de montage vidéo, on l'a dit tout à l'heure, il agit pour sensibiliser une collectivité. Et je pense qu'un peu par définition,
l'action politique doit s'inscrire dans une représentation de soi comme faisant partie d'une communauté politique plus large pour laquelle on a une représentation de comment idéologique, de comment elle devrait être organisée, etc. Et donc, forcément, pour avoir cette représentation-là, l'individu doit ressentir une certaine solidarité ou une certaine appartenance envers cette communauté-là, pour s'en soucier finalement et pour vouloir qu'elle devienne meilleure. Et donc la question est de savoir quels sont les rapports entre ces deux types de communautés de solidarité, de communautés d'appartenance. Donc, commençons par les échelles de solidarité politique, la communauté de référence des grands enjeux qui mobilisent les jeunes. Sont-ils en effet aussi globaux que les données du CEFRIO nous l'amèneraient à penser? Je parle ici de l'échelle de solidarité, pas de l'échelle des actions. Les actions sont souvent locales, mais la communauté de référence, l'entité qui est visée pour le résultat final, disons le groupe pour lequel les jeunes se battent finalement, c'est quoi? Je vais utiliser une typologie qui est très 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 simple, simplement de dire c'est-tu local ou global? Et finalement c'est une sorte de raccourci pour parler de la proximité essentiellement géographique par rapport à l'individu qui parle. Donc, au niveau global, on va retrouver tout ce qui est principe universel de justice internationale, organisation de l'économie globale, mais aussi des droits de groupes spécifiques qui sont éloignés de l'individu, donc le Tibet, la Palestine, mais aussi lutte contre des discriminations ethniques quand on est blanc, peu importe, là, même si on n'est pas nous-mêmes visés par ces discriminations-là. Quand l'échelle de solidarité est locale, on a évidemment de grands types d'entités qui ne se chevauchent pas complètement, ce n'est pas les mêmes registres de solidarité. Les étudiants d'une part, le nationalisme minoritaire d'autre part. Je dis bien les étudiants à cause de la façon dont l'enjeu est amené, qui est surtout une question de droit de scolarité, etc., et pas nécessairement d'accès à la connaissance, là, qui est un discours un petit peu plus abstrait et qui implique peut-être une solidarité plus large à l'échelle de la société, mais il reste qu'elle est essentiellement québécoise à ce moment-là et non pas transnationale. Et puis on a quelque chose qui peut être soit local, soit global, selon la façon dont c'est amené l'adhésion ou la défense de la langue française. Ça dépend du degré la façon dont l'individu en parle. Si on regarde les échelles d'appartenance, je vais reprendre ici ma dichotomie un petit peu simpliste là, sur l'échelle des entités, mais là on va la regarder en termes de sentiment d'appartenance. L'échelle plus globale, c'est les gens qui se disent citoyens du monde, et c'est aussi les gens qui disent adhérer à une francophonie internationale. C'est transnational sans être complètement global et toute l'humanité, ça reste partiel, mais en même temps c'est très large. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse sur le concept de citoyenneté du monde ou non? C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Je suis en train de faire un terrain sur les consommations artistiques, si on veut, et le développement d'esprit cosmopolite auquel travaille Frédéric, qui est présent ici. Et on leur pose aussi le même genre de questions sur les appartenances, et notamment on leur demande: est-ce que tu te considères citoyen du monde? Et je ne sais pas si c'est un effet de l'échantillon ou si c'est un effet de toute la première partie de l'entretien. Dans un cas, on parle de politique, dans l'autre, on parle de consommation artistique, quelle musique t'écoutes, etc. Mais quand on leur demande qu'est-ce que c'est pour eux un citoyen du monde et s'ils se reconnaissent là-dedans, la définition n'est pas la même. Pour ceux qu'on rencontre en ce moment, un citoyen du monde, c'est quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses, qui s'intéresse au monde, qui va s'intéresser à bon, ils sont dans des exemples culturels, là, mais qui va s'intéresser à la planète, finalement. Alors que chez les militants, ceux qui adhèrent à Citoyens du Monde vont être un peu dans cette logique-là, s'intéresser au sort de l'humanité un peu partout sur la planète. Mais on a aussi un discours de gens qui nous disent: les citoyens du monde, là, c'est une partie des jeunes engagés. C'est des jeunes engagés qui sont un peu gauche caviar,
qui est un terme qui a été utilisé par certains d'entre eux, donc granola, néo-hippie, ce que vous voulez, et qui se préoccupe plus du sort des enfants au Honduras que de la pauvreté locale ici à Montréal ou peu importe. Et donc, c'est pour certains, c'est un terme qui est presque péjoratif et qui qualifie une partie des jeunes engagés, une façon de s'engager particulière, disons. Je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas sûre si c'est un effet du questionnaire, mais en même temps, on a dans nos nouveaux qu'on rencontre dans le projet actuellement, quelques-uns qui sont engagés et qui vont tenir ce type de discours-là aussi sur Citoyens du Monde. Et donc, je pense que c'est en effet dans les milieux militants, il y a une méfiance envers ce terme-là qui est connoté assez négativement vers ce courant-là, finalement, de l'engagement. Toujours est-il que je l'ai mis dans appartenance globale. Pourquoi? Parce que pour ceux qui se sont dit « oui, moi je me reconnais comme citoyen du monde », c'est une appartenance globale, ce n'est pas une appartenance à un courant idéologique d'engagement finalement. Ceux qui se reconnaissent là-dedans disent « oui, oui, moi je me sens citoyen de la planète », etc. Donc en termes d'appartenance, pour ceux qui ont dit « oui », ça reste cohérent de le laisser dans « global ». Fin de la parenthèse. Donc, on est dans les échelles d'appartenance, appartenance de type global, appartenance locale, ceux qui se reconnaissent dans une appartenance québécoise, ceux qui adhèrent à une francophonie locale, soit la francophonie québécoise, soit la francophonie pan-canadienne. Et finalement, j'ai mis aussi dans local le Canada, même si ça peut apparaître loin à certains d'entre vous, c'est loin d'être global pour autant, ça reste une identité nationale au sens politique du terme. Et finalement, on a évidemment des gens qui combinent les appartenances et donc qui vont se dire à la fois citoyens du monde et québécois, ou à la fois citoyens du monde et québécois plus francophonie locale ou plus francophonie globale. Dans les trois cas, c'est une combinaison de local et global. Alors, quels sont les liens empiriques dans tout ça, si on divise nos répondants selon l'échelle de leur solidarité, c'est-à-dire s'ils s'engagent pour des enjeux seulement locaux, s'ils s'engagent pour une combinaison d'enjeux locaux et d'enjeux globaux, ou seulement sur des enjeux globaux, qu'est-ce que ça donne au niveau de leur sentiment d'appartenance et identité? Eh bien, ceux qui s'engagent pour des enjeux seulement locaux vont avoir une identité locale, ce qui correspond à ce que je disais, l'échelle de solidarité est la même, ou à une combinaison d'identité locale et d'identité globale. Donc, chevauchement des solidarités, mais également dépassement. Ceux qui s'engagent dans une combinaison d'enjeux locaux et globaux vont avoir soit une identité juste globale, soit une identité juste locale, ou une combinaison d'identités locale et globale. Ici, ça devient un peu plus intéressant. Ceux qui s'engagent dans des enjeux globaux seulement n'ont jamais une identité uniquement globale. Ils ont une identité qui peut être soit juste locale et globale, ou sont ceux qui tiennent un discours sur le rejet des identités et des appartenances. Donc, dans un sens, ça ferait peut-être plus de sens dans l'autre sens. Donc, je flippe mon tableau et on va se diviser en regardant ceux qui ont une identité seulement globale. Qu'est-ce que ça donne au niveau des échelles de solidarité? Parce que lequel vient avant, à mon avis, les deux s'interalimentent, si on veut. Alors, si leur identité est globale, ils vont s'engager à la fois dans des enjeux locaux et dans des enjeux globaux, ce qui est probablement assez cohérent, et c'est ce contre quoi parlent ceux qui dénigrent les citoyens du monde, en disant « mais tu fais juste du local ailleurs et pas du local ici ». Ceux dont l'appartenance est seulement locale et ceux qui ont une combinaison d'appartenance locale et globale jouent sur les trois échelles, c'est-à-dire qu'ils vont soit agir seulement pour des enjeux globaux, soit seulement pour des enjeux locaux, ou une combinaison des deux, dans les deux cas. Et finalement, ceux qui rejettent les identités et les appartenances sont, c'est peut-être un peu par définition, seulement sur des enjeux
globaux. Pourtant, ils font partie de ceux qui tiennent ce discours critique sur les citoyens du monde, parce qu'ils oublient le local au profit du global, mais eux-mêmes font ça quand même au nom de... on s'intéresse aux enjeux globaux parce qu'on est contre les discriminations fondées sur les différences, là. Et donc, si on s'intéresse un petit peu plus à ces jeunes-là qui rejettent les appartenances, moi j'avais identifié avant ça, dans ma thèse de doctorat, j'avais travaillé sur les identités de jeunes appartenant à des minorités ethnoculturelles, donc des jeunes autochtones et des jeunes qui étaient des immigrants de seconde génération, donc des enfants d'immigrants, tous ayant grandi au Québec. Puis je travaillais sur leur ethnicité, mais aussi toute leur représentation de ce qu'était l'identité, les différents sentiments d'appartenance, etc. J'en avais quelques-uns qui rejetaient la notion d'appartenance, la notion d'identité. Et leur discours, que j'ai appelé des discours classiques, parce que c'était ma thèse de doctorat, ça fait 10 ans, c'est classique. C'est long, hein. J'avais repris deux termes d'Emmanuel Todd sur l'isothymie et la mégalothymie qui n'étaient pas pour parler des identités, mais je les avais utilisés là-dessus. Dans un sens, on me disait, j'aime pas la notion d'appartenance par isothymie, c'est parce qu'on est tous des êtres humains. Et dans l'autre sens, j'aime pas l'idée d'appartenance, etc., parce que je suis unique. Et donc différent, etc. Donc on avait deux types de registres de rejet des appartenances. Et en fait, chez les militants, il y en a comme un troisième qui est un espèce de discours sur les conséquences sociales et politiques d'insister sur les différences. Et ça se traduit dans leur propre discours sur eux-mêmes par un rejet ou par un refus de se caractériser soi-même selon des appartenances de ce type-là, enfin, qu'ils soient ethnoculturels ou autres, en fait, parce qu'on passait tout un registre, ils avaient tendance à rejeter le concept même d'appartenance. Si on les regarde très rapidement, ceux qui rejettent les appartenances selon mes modes d'engagement qu'on a vus au tout début, en fait, ils se retrouvent un dans des organisations formelles et l'autre dans un mouvement underground, mais les deux ont des discours qui sont quand même très proches, là, finalement. Dans les organisations formelles, on va retrouver les trois échelles d'appartenance. Chez les underground, des appartenances soit locales, soit combinées, locales et globales. Et ceux qui sont dans une production artistique, c'est soit local, soit global, mais jamais la combinaison des deux. Mais ça peut être des effets de l'échantillon, là, qui est évidemment très petit. Donc, bilan là-dessus, même si j'ai adopté des dichotomies très simplistes et réductrices, il ressort quand même une grande variété dans les agencements d'échelle de solidarité et d'appartenance. Je pense que ça réaffirme un petit peu combien les choix identitaires restent profondément idiosyncrasiques, de nos jours au moins, parmi les jeunes. Et en même temps, chez les jeunes activistes qui sont donc par définition dévoués à une entité collective quelconque, leurs appartenances peuvent être plus larges, plus restreintes. On a une échelle assez variée. Quand ils rejettent la notion d'identité, c'est ancré dans le discours politique et non pas centré sur leur personne comme ce l'était chez d'autres. Et je vais m'en tenir à ça pour passer à la conclusion générale. Donc, même en réduisant à l'extrême, comme je l'ai fait à chacune des trois parties, on obtient toujours, je pense, quelque chose qui nous rappelle des nuances qu'on perd parfois de vue, à la fois dans les discours médiatiques, mais aussi dans nos discours plus théoriques ou académiques, sur la variabilité dans les formes d'engagement, y compris dans les nouvelles. C'est pas juste qu'il y a des nouvelles à côté des traditionnelles, c'est à l'intérieur des nouvelles, il y a une grande variété, c'est pas un bloc homogène, ni non plus un truc complètement bordélique, là. Il y a moyen de faire un peu d'ordre là-dedans. La variabilité dans ce qui se cache derrière la performativité, la façon de se présenter des jeunes qui utilisent l'art et le visuel dans leur manifestation, c'est quand même quelque chose qui est souvent très conscient, très réfléchi.
Ça peut avoir l'air parfois de mouvement de masse, mais ça n'en est plus, ou si tant est que ça ne l'a jamais été. Il y a des consciences qui sont donc très variables derrière ça. La variabilité dans les combinaisons d'appartenance, qui permettent aussi de réaffirmer le rôle de la collectivité dans la construction identitaire. Je ne suis pas revenue beaucoup sur les types d'appartenance individuelle, collective, mais une autre fois. Bref, je vous ai assommé d'informations. L'idée à retenir, c'est la variation. Il n'y a pas de petites cases simples, même quand on réduit et qu'on simplifie. Dès qu'on se met à croiser, on retrouve à nouveau la variabilité dans les cas individuels. Si je faisais un tableau avec toutes mes variables, celles que je vous ai présentées et toutes les autres dont je ne vous ai pas parlé, à toute fin pratique, chacun a son propre type. Oui, c'est un petit échantillon, mais en même temps, j'ai comme 20 cas différents là, et même en réduisant, j'ai pas juste 20 cas différents parce que je suis trop près de chacun. Je les réduis, je les simplifie, et j'ai 20 cas différents parce que leur façon de combiner les différentes facettes que j'étudie est toujours différente. Donc oui, il y a des grands types, mais ils s'arriment et se combinent de façon variable, et c'est là qu'elle se trouve la variabilité et la multiplicité finalement chez les jeunes. Et je pense que c'est quelque chose qu'il est important de retenir aussi quand on essaye de caractériser le printemps érable et la jeunesse de nos jours. Donc je reviens à cette notion de variabilité intragénérationnelle qui est très importante quand on essaye de dire les jeunes, finalement, ils sont pas ci, ils sont ça, il faut faire attention à ça, parce que derrière tout ça se cache une infinie variété des types et des combinaisons.